Avant de commencer le sujet, j'avais une petite question pour vous, un petit sondage. Ça serait, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation suivante où vous avez plein de questions qui arrivent en même temps parce qu'il y a un manque d'autonomie sur votre équipe? Je vois des petits oui de la tête, mais je vois pas forcément de main levée. Globalement, je pense que ça peut arriver à tout le monde, que ça nous est déjà arrivé, ça nous arrive actuellement ou ça va nous arriver dans le futur. Et du coup, j'aimerais vous montrer un peu comment moi j'ai fait pour prioriser la formation, parce que c'était ma solution. Pour un peu de détails, moi je viens de BAM, je m'appelle Lucie, on y développe des applications mobiles et on a décidé de mettre le Lean au centre de notre méthodologie. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Lean, c'est des grands mots pour dire qu'on met la formation au centre de tout ce qu'on fait. Et c'est pas mal de théories, mais moi je vais vous parler aujourd'hui de comment est-ce que j'ai fait pour mettre ces théories en pratique. Pour vous donner un peu de contexte, je suis devenue tech lead l'année dernière, en février, et on était au début toutes trois. En avril, il y a une personne qui nous a rejoints. En juillet, une personne est partie, deux autres sont arrivés. En août, une autre personne est partie. En octobre, deux autres sont arrivés. Il y a eu pas mal de changements. Je pense que ça arrive sur des projets qui durent un petit peu. Et du coup, il n'y a pas forcément tout le monde qui a le même niveau. Il y a des personnes qui sont plus juniors, d'autres plus expérimentées. Et même si on est expérimenté, on arrive sur un nouveau projet, on n'est pas forcément familier avec toutes les technologies. Je le vois notamment actuellement où je suis sur un nouveau projet et c'est un tout nouveau projet, mais forcément on a choisi de nouvelles technologies, donc on n'est pas forcément à l'aise au début. Et donc l'idée c'était de trouver une solution un peu pérenne en fait à tout ça. Et comment est-ce qu'on fait pour la formation? Le problème, c'est que souvent, on est face à cette question, on n'a pas le temps, on a un planning à respecter. Et bien aujourd'hui, je voudrais vous montrer que si vous avez le temps et que justement, ça va être bénéfique pour votre planning. Donc la toute première chose à faire, c'est de définir un peu un système. Parce qu'on est au tout début, quand on n'était que trois, on avait un système où on était les trois dans le point, ce qu'on appelait un partage d'apprentissage, où, comme le nom l'indique, on se partageait un peu ce qu'on avait appris dans la journée. Et ça marchait assez bien, sauf que, comme j'ai dit, il y a des nouveaux qui arrivent, les nouveaux qui sont peut-être juniors. Si on a des sujets qui sont trop complexes pendant ce point-là, les juniors vont rien comprendre et ça va rien servir pour eux. Et inversement, les devs expérimentés, peut-être que c'est des sujets qu'ils ont vus et revus et donc ça leur sert pas beaucoup. Donc on a fait évoluer ce système où à ce moment-là, c'était moi avec une autre personne sur un point de 15 minutes et sur un sujet très particulier. Là, en l'occurrence, c'est les fichiers. Et du coup leur organisation. Et donc le but, c'était vraiment d'aller en profondeur sur ce sujet pendant 15 minutes avec cette personne. Sauf que quand il y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur le projet, forcément, il faut encore changer parce que 15 minutes par personne, c'est un peu compliqué à gérer pour moi si elles s'enchaînent. Donc on a encore changé. Et cette fois-ci, on s'est retrouvés de nouveau tous ensemble, mais on l'a un peu fait évoluer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2 créneaux de 15 minutes qui s'enchaînent. Tout le monde est invité, tout le monde peut choisir de lui-même s'il vient ou s'il ne vient pas. Et pour organiser ces formations, on a donc 2 honneurs. Et ces 2 honneurs vont demander sur Slack, en fait, est-ce que vous avez des formations que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez besoin? Est-ce que j'ai besoin de telle personne pour telle formation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible pour la faire? L'avantage aussi de ça, c'est que c'était plus moi la seule formatrice à ce moment-là. Ça permettait d'avoir d'autres formateurs. Ça se voit sur les petites cartes. Les cartes, la couleur, ça définissait un peu qui allait former la semaine. Et en même temps, on s'assurait qu'il y avait des formations tout au long de la semaine. Et l'idée derrière ça qu'il faut retenir, c'est que 15 minutes, ça suffit largement et qu'il n'y a pas forcément besoin de plus. Et 15 minutes de production, ça va changer la donne. Ça va pas changer la donne, alors que 15 minutes de formation, ça peut vraiment changer la donne, ce que vous voyez sur le futur. L'idée maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on optimise au maximum ces 15 minutes. Et la première idée, c'est choisir le bon sujet. Donc pour ça, mon conseil, c'est de laisser les personnes qui vont être formées choisir leur sujet, parce qu'elles sont d'autant plus motivées en fait à apprendre et elles vont apprendre beaucoup plus de choses en étant motivées. Une idée que je peux vous donner, c'est les tâches que les développeurs font. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais des prérequis de formation en fait dans ces tâches, ce qui voulait dire que pour bien réussir cette tâche, il fallait avoir ce prérequis de formation. Donc le développeur, il pouvait ouvrir sa tâche, regarder à l'intérieur, voir qu'il avait un prérequis et s'il n'était pas formé, demander la formation. Pour lui, c'était un grand avantage parce que du coup, il a envie de réussir sa tâche, c'est un peu son moteur, et du coup, il avait envie d'avoir cette formation. Et le deuxième point, c'est que vu qu'il avait la théorie, par exemple la veille ou le matin, ensuite il pouvait directement mettre en pratique, donc c'était hyper pratique, c'était très pratique et
ça permettait de renforcer en fait cette formation. Une fois qu'on a choisi le sujet, il y a quelques petites choses à faire et à pas faire. La première chose à faire, c'est avoir un support. Pourquoi c'est important d'avoir un support pour 15 minutes? Premièrement, parce que ça permet d'avoir un fil conducteur. Tout simplement parce que si on n'a pas de fil conducteur et qu'on blablate, ben, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va, on tâtonne et du coup 15 minutes, ben, il n'y a pas le temps pour ça. Deuxième point, c'est d'avoir un document un peu source de vérité. Ça veut dire que les développeurs par la suite peuvent retourner dessus. Bon, par exemple, pendant leur tâche, ils ont oublié quelque chose, ils retournent dessus et ils se remémorent en fait l'information. Et troisième point, c'est que vous pouvez avoir un support réutilisable pour plusieurs formations. Donc là, c'est ce que je disais pour les projets un peu longs, vous pouvez les réutiliser quand il y a des nouveaux qui arrivent. Et pour les projets plus courts, en fait, moi, ce que je fais, c'est que les supports, ils vont pas forcément tout le temps changer, ou alors je vais changer 2-3 trucs et je vais les réutiliser d'un projet à l'autre. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir un certain suivi de la formation. L'idée, c'est de savoir à peu près où est-ce que chacun se trouve pour pouvoir au mieux les accompagner. Et donc, l'idée que vous pouvez avoir derrière ça, c'est tout ce qui est un peu matrice de compétences, où vous pouvez checker si la personne a réussi quelque chose ou pas, et si elle a besoin d'aide là-dessus. Dans les choses à ne pas faire, la première chose, c'est laisser quelqu'un lire un document dans son coin. Alors certes, vous pouvez lui donner de la documentation, mais c'est important que vous reveniez dessus avec lui pour qu'il puisse poser toutes les questions qu'il avait et aussi pour que justement vous fassiez ce suivi de formation et que vous assuriez qu'il ait bien compris et justement et l'aider en fait à aller un peu plus loin. La deuxième chose à ne pas faire, c'est se limiter à une seule répétition. C'est un peu bête dit comme ça, mais le cerveau, ça fonctionne avec la répétition. Et du coup, il ne faut pas mal le prendre si on doit répéter. C'est tout à fait normal, c'est humain et il faut s'y attendre. Troisième chose, c'est se limiter à la théorie. C'est ce dont je parlais un petit peu avant. L'idée de pouvoir l'appliquer directement, ça renforce en fait les acquis. D'autant plus qu'on fait un métier où la pratique est très importante. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez toujours faire un peu de PP, mais sur des points très précis. Pareil, pas obligé que ça soit une journée en entier, mais vous faites 30 minutes pour lui montrer un peu le geste de comment est-ce qu'on s'en sort une fois qu'on essaie de le mettre en pratique. Et la dernière chose, c'est d'être le seul formateur. C'est un peu ce que je disais au fur et à mesure de comment est-ce qu'on a fait évoluer la formation. Pourquoi c'est important que tout le monde soit aussi formateur? Tout simplement parce qu'on va apprendre des choses en apprenant aux autres. Déjà parce qu'on met des mots sur des notions qui peuvent être compliquées. On va se renseigner un peu plus sur les sujets pour pouvoir faire face à des questions. Et ces questions, justement, peuvent nous montrer aussi certaines choses qu'on n'a pas très bien compris. Donc c'est important que, justement, on ne soit pas le seul formateur dans tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, vous allez avoir une baisse de productivité, mais c'est pas grave parce que, justement, vous allez le voir réaugmenter en fait au fur et à mesure. Et c'est justement une discussion que vous pouvez avoir avec vos clients et lui expliquer que par la suite, en fait, ça va avoir l'intérêt de prioriser la formation. Vous allez voir la productivité réaugmenter et même augmenter d'autant plus qu'auparavant. Donc en gros, la baisse de la productivité, ce n'est que temporaire. Et voilà, donc tout ça pour dire que la formation, ça a été un peu un soulagement pour moi parce que ça m'a permis de rendre mon équipe un peu plus autonome et j'ai hâte de voir un peu vos expériences aussi, qu'on pourra discuter un peu après. On parlait de 15 minutes de formation, mais c'était présenté comment? Est-ce que c'était par exemple 15 minutes de présentation tout court ou 10 minutes de présentation et 5 minutes de questions? Ou dans quel format? C'est plutôt ambiance, on va dire, familiale. Donc non, c'était pas je fais la présentation et ensuite 5 minutes de questions, c'est plus au fur et à mesure qu'on le fait. Et si jamais on voit que ça dépasse, c'est pas grave, on fera un deuxième créneau de 15 minutes le lendemain ou quelque chose pour un peu renforcer dessus. J'ai eu l'impression que c'était très top-down comme approche. En fait, il y a un connaisseur, en l'occurrence toi, en fait, en tant que tech lead, et tu imposes ta solution technique à des gens. Enfin, c'est mon ressenti depuis. Et j'ai pas vu de. Est-ce que vous aviez des sessions de mobbing, de réflexion en commun quelque part? Pour la formation? Non, pour un sujet technique, par exemple. Un sujet quoi? Technique. Oui, de toute façon, on est, quand on fait notre conception, on est tous ensemble. C'est pas que moi qui l'a fait dans mon coin. On le fait ensemble et on y réfléchit ensemble. Je sais, ça répond pas à la question. En fait, la tâche dont que je vous montrais avant, tout ce qui est la conception, c'est-à-dire choisir qu'est-ce qu'on va mettre dedans,
Ça, on le fait en équipe, du moins avec au moins la personne concernée qui va faire la tâche. Et ensuite, l'idée de choisir un peu les sujets de formation, ça, c'est si la personne elle le remarque d'elle-même, bah forcément elle va le demander. Mais après, moi je peux aussi inciter et dire, bah là, est-ce que tu es formé sur tel ou tel sujet et voir si lui-même ne se rend pas compte qu'il y a peut-être des choses qu'il ne connaît pas. Moi j'ai une question sur les un peu, donc il faut de baisse de productivité et puis après de la productivité qui augmente. Est-ce que tu as un peu des chiffres de grandeur, des impressions, du feedback là-dessus, dans quelle proportion et à quel point c'est... Je pense que ça dépend vraiment de chaque équipe parce que déjà la productivité, ça se calcule sur toute l'équipe, pas juste pour une personne. Donc forcément, s'il y a des gens qui sont déjà formés et pas une, bah, ça va peut-être être un peu plus compensé que si toute l'équipe n'est pas formée, où justement là ça va plus se ressentir. Après les chiffres que j'avais donnés là, c'est des trucs qui étaient vraiment sur mon projet. Donc ça peut aussi te donner une idée de... là en l'occurrence c'était une seule personne avec moi qui était calculée dans cette productivité et du coup qu'elle est passée de 0,38 à 1,06 du coup, le mois suivant. Je voulais savoir si... du coup, parce qu'au début, tu étais seule formatrice, mais quand tu as voulu le proposer à d'autres personnes, est-ce que ça s'est fait assez naturellement, les gens ont voulu le faire, ou est-ce que tu as rencontré des difficultés justement à motiver les gens à proposer des sujets Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Il y en a au début, ils vont peut-être pas forcément comprendre que je leur demande ça. Notamment si ils sont un peu plus juniors et ils comprennent pas forcément, ils se disent « Ah, je suis pas... » Pourquoi moi et pas une autre personne alors que je ne connais pas forcément tout. Mais il y a d'autres personnes, ça vient un peu plus naturellement. Donc je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais il n'y a pas eu de rejet, on va dire. Je pense que si jamais il y avait des incertitudes, il fallait un peu en discuter avec eux et leur expliquer de pourquoi c'est important. Et après, ils ont tous compris l'intérêt. Moi, j'avais une question, c'est au début, quand tu n'as pas encore les supports que tu peux réutiliser ou que tu n'as pas encore l'expérience de projet passé, tu dois quand même préparer un support pour faire 15 minutes de formation à des gens qui peuvent être assez juniors. Toi, tu es un peu plus senior. Donc, je voulais savoir comment tu fais pour produire à la fois rapidement, parce qu'il ne faut pas que ça te prenne trop de temps de produire un support qui soit adapté à un niveau que tu n'as plus forcément depuis quelques années. Donc, comment tu fais pour savoir ce que les gens ne savent pas et ont besoin de savoir? Est-ce qu'il y a des petites astuces ou une façon de penser? Par rapport au manque de temps, t'es pas obligé de rédiger tout, en fait. Tout simplement, j'ai n'importe quoi, mais tu as peut-être quelque chose de la doc quelque part déjà présente, tu as juste besoin de la chercher, de mettre ton lien. Ou alors de te poser 5 minutes et de regarder un peu dans le code, peut-être le cheminement de pensée que tu vas faire, un peu trouver le code parfait que tu pourrais montrer. Et donc ça ne demande pas énormément de préparation en termes de temps. Et après, pour ce que je pense, enfin ce que je mets dedans, je le vois un peu comme... si je connais vraiment pas la personne en face de moi, c'est-à-dire si c'est la toute première fois où on commence à travailler ensemble, je pars vraiment de zéro en me disant elle sait pas et aussi ces questions vont m'aider à peu près à voir son niveau. Par contre, si ça fait déjà quelques temps qu'on a un peu discuté, forcément c'est ce que je disais, un peu de savoir à peu près quel niveau ont les personnes via des matrices, ou alors ça peut être justement un peu plus un ressenti via des PR, et là tu sais un peu plus doser aussi ce que la personne sait ou pas.